Quasiment 17h, c'est l'heure du grand dossier. Vous êtes évidemment les bienvenus si vous nous rejoignez. On va aller dans la zone de Kharkiv. Rien n'arrête l'armée russe. C'est une question évidemment. Ce qui est sûr, c'est que les Russes avancent inexorablement. La situation est très préoccupante. Les Ukrainiens ont du mal à tenir. 300 km² cédés aux Russes en 7 jours. C'est la plus forte poussée de Moscou depuis 18 mois. On est avec toutes nos équipes qui sont mobilisées. On va rejoindre Thomas Misraki dans un instant là-bas à Kharkiv et sur le plateau. Catherine Gentil. Bonjour Catherine. Ravi de vous retrouver. Samantha de Bendern est avec nous également. Bonjour Samantha. Jean-François Boutors, merci d'être avec nous. Et le général François Chauvency, bien entendu. Alors, vous avez aperçu Thomas Misraki. On va aller faire un point sur la situation militaire avec lui, évidemment. Et je crois que si vous êtes disponible, Thomas, pour rester un peu avec nous, vous êtes le bienvenu pour participer à nos débats, évidemment. Il aurait dû être en ce moment même en partance pour l'Espagne, le président de la République ukrainienne, pour signer des accords de coopération, peut-être ramener d'ailleurs des batteries patriotes. Et puis il a changé ses plans, Volodymyr Zelensky, Thomas, parce qu'il est venu à Kharkiv. C'est arrivé à peu près au moment où vous êtes arrivé aussi. Il est allé visiter ses troupes, des troupes qui ont un petit moral, on peut le dire. C'est important parce qu'en ce moment, la situation est vraiment difficile. Hein. Les troupes ont le moral ici, c'est ce que dit l'armée ukrainienne, mais la situation, vous avez raison de le mentionner, est très difficile. Elle est quasiment unique, cette situation ici aux alentours de Kharkiv, dans le nord de cette région. Nous sommes actuellement à 26 km, très précisément, de la ligne de front, et nous sommes au centre de la deuxième ville du pays. Plus d'1 million d'habitants ici à Kharkiv. C'était d'ailleurs l'ancienne capitale d'Ukraine, Kharkiv, jusque dans les années 30. Et cette capitale, elle est une nouvelle fois menacée par les forces russes qui, depuis le 10 mai dernier, ont lancé une grande offensive au nord de cette ville. Alors, ce que l'on a appris aujourd'hui, c'est que depuis une dizaine de jours, depuis 7 jours très précisément, ce sont près de 280 km² qui ont été conquis par les forces russes. Pour vous donner un ordre d'idée, eh bien, ce sont 800 km² qui ont été conquis par les Russes depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis le mois de janvier. C'est plus que sur l'ensemble de l'année prochaine où les Russes avaient réussi à conquérir, à prendre possession de 600 km² de territoire ukrainien. Donc cette poussée actuelle, elle est très forte. Elle est forte dans l'Est, on va y revenir. Elle est aussi extrêmement forte ici à Kharkiv. On n'avait pas vu ça depuis le début de l'invasion globale, c'est-à-dire le 24 février 2022. Nous étions ici dans cette ville il y a un peu moins de 2 ans. Et à l'époque, elle était complètement vide, cette ville. Les Russes étaient dans les faubourgs nord. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On en est encore loin, d'autant plus que les renforts ukrainiens ont été envoyés. Mais la situation est sérieuse. Et surtout, ce qui est important, je vous parlais de renforts ukrainiens envoyés sur place pour défendre le nord de la région, c'est que c'est peut-être ce que les Russes attendaient, ouvrir un nouveau front pour désorganiser, affaiblir les fronts en cours où les tensions sont très vives, notamment toujours au niveau de Bakhmout et d'Avdivka. Merci beaucoup Thomas, vous restez avec nous si vous le souhaitez évidemment. Je voudrais saluer Thibaut Bruck qui est derrière la caméra. On a parlé beaucoup de ces gens qui fuyaient le front qui avance, puisque les Ukrainiens se sont repliés hier. On a reçu tout à l'heure un témoignage, alors je vous préviens, il est émouvant parce que quand je l'ai montré tout à l'heure, j'ai provoqué malgré moi les larmes de mon invité. C'est une vieille femme qui témoigne en fait devant cette caméra d'agence de presse. C'est terriblement émouvant, je voudrais que vous l'écoutiez. А чого не їдете? А до кого я поїду? Мій дорогесенький, нема нікого в мене. Одна я йду, а не хочуть ходити в мене. Бач, як я баланчую. Ото й нема, синок. Нікуди їхати ні до кого. Так там всім допомагають. Харків. Та всім, хай помагають. Хай їм Бог усім помагав. Хай помагав. Так а не страшно залишатися? Тут же бої поруч. Ну хай ідуть. Щоб убити, тому не манувати, синок. Хоч там уб'ють, хоч тут уб'ють. Так я знатиму, що я дома. Samantha, on le disait tout à l'heure avec mes invités en plateau, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que la guerre, c'est une somme de destins qui sont complètement brisés, de destins individuels. Des exemples comme ça, on en a tout le temps. Nos reporters, ils nous le racontent à chaque fois en disant on a forcément le cœur brisé. Et d'ailleurs, mon invité tout à l'heure disait que ce soit côté russe ou côté ukrainien, ce sont des vies, en fait, qui se télescopent. Oui, et surtout à cet âge-là, parce qu'il faut savoir que ces personnes, tous les réfugiés ukrainiens qui sont allés dans d'autres villes ukrainiennes, par exemple, se sont complètement déplacés. Ceux
ceux qui sont plus russophones qu'ukrainophones ont aussi des problèmes d'intégration. C'est pas facile pour eux d'être acceptés par la population ukrainophone, surtout à l'ouest du pays. Ceux qui partent à l'étranger sont encore plus déboussolés. Ils ont vraiment tout perdu. Et quand on est plus vieux, c'est encore plus difficile. Cette dame qui dit qu'elle est toute seule, moi j'entends ça, c'est extrêmement anxiogène. Je connais plusieurs réfugiés ukrainiens qui sont venus en France et qui sont repartis chez eux. Ils ont dit finalement on préfère être sous les bombes avec nos potes, voilà, elles ont dit ça comme ça, dans notre maison, on a notre poulailler, on a notre potager, et puis adviendra ce qui adviendra. Il y a un autre problème, c'est qu'il y a certaines de ces populations ukrainiennes, plus vers la frontière russe, qui n'ont pas envie de partir, qui disent finalement, nous, ça nous est égal d'être sous les Russes, sous les Ukrainiens, on veut juste qu'on nous laisse tranquilles. Le problème, et là on commence déjà à avoir des images qui sortent des environs des villages qui ont déjà été pris par les Russes, c'est que les Russes ne voient pas forcément les choses comme ça. On recommence à voir les tortures, les exécutions sommaires, tout ce qu'on a vu à Boutcha. Pas partout, hein, mais ça sort quand même. Et il y a aussi, on peut se demander si les Russes ne font pas exprès de faire que ces images fuitent. Je voudrais juste souligner qu'au moment du 9 mai, juste au-dessus de Poutine, sur l'estrade à la Place Rouge, il y avait un des officiers qui était impliqué dans le massacre de Boutcha. Ça, c'est vraiment un signe au monde entier et surtout aux Ukrainiens. On sait ce qu'on fait, on sait ce que vous savez ce qu'on fait et on va le faire quand même. Parce que l'objectif, c'est vraiment que les populations fuient pour créer cette soi-disant zone tampon que les Russes veulent créer. Alors il y a beaucoup évidemment de gens qui ont fui, on parlait de chiffres de 8000 personnes à peu près encore hier. Je voudrais qu'on aille voir Nivine qui nous attend devant le grand écran, parce que Nivine, je disais tout à l'heure, l'avancée elle est inexorable, en tout cas elle est assez rapide. Ils ne sont jamais allés aussi vite depuis 18 mois les Russes. Hein. Effectivement, on savait que les Russes avançaient très rapidement dans l'est de l'Ukraine. Un chiffre le résume désormais, le voici, 278 comme le nombre de kilomètres carrés pris par les Russes en seulement une semaine. Alors, autour de Robotyne, dans la région de Zaporijia, on en parlait hier, mais principalement, évidemment, dans la région de Kharkiv, dans cette bande incomprise entre la ville de Vovtchang et celle de Lipski. Alors, dans ce territoire, les Russes ont pris précisément 257 km² entre le 9 et le 15 mai. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente un territoire qui serait grand comme 2 fois et demi Paris. Pour les sudistes, c'est un peu plus grand que la ville de Marseille. Ce calcul, il a été réalisé par nos confrères de l'AFP avec les données mises à jour quotidiennement par l'Institut pour l'étude de la guerre. Alors on a quand même vérifié, on a quand même refait ces calculs pour être sûr, d'abord parce que la situation elle évolue d'heure en heure, et d'après nos calculs, d'après les dernières données disponibles, les Russes sont parvenus à prendre précisément 170 km² aux abords donc de la localité de Vovtchang et environ, enfin même précisément 87 km² autour de celle de Lipski. Je vous le rappelle, en seulement 7 jours, l'armée russe n'a pas avancé aussi vite depuis décembre 2022. À l'époque, vous vous souvenez peut-être, les Russes avaient lancé une vaste offensive dans le Donbass, à Lugansk précisément, avec, vous vous souvenez peut-être de ces colonnes de chars s'avançant vers l'oblast de Lugansk. Plus de 200 chars, c'était des T-90 à l'époque, avaient été sollicités. Ils s'étaient avancés dans le Donbass. À l'époque, donc en décembre 2022, les Russes avaient repris 350 km² en seulement une semaine, mais c'est aussi parce qu'ils avaient reculé quelques mois auparavant. Cette fois, la donne a changé. Pourquoi ? Parce que les Russes, ils enchaînent les succès sur le terrain. Ils continuent de grappiller kilomètre-carré par kilomètre-carré. Et si l'armée russe avance, et si elle avance aussi vite, eh bien c'est parce que face à elle, l'armée ukrainienne, eh bien, a des grandes difficultés. On en a beaucoup parlé. Il y a d'abord ce manque de munitions, ce manque d'hommes, y compris d'hommes en réserve, prêts à aller relever ceux qui sont en première ligne. Et puis, Kiev manque également de fortifications. L'Ukraine n'a pas suffisamment protégé cette zone, n'a pas suffisamment protégé sa frontière, faute de matériel, on l'a dit également, faute de système pour protéger l'ensemble de son immense territoire. Et puis, d'après les témoignages qui nous viennent des soldats sur le front, l'Ukraine manque également de préparation et de coordination avec des unités qui sont parfois livrées
livrée à elle-même, sans commandement, sans ordre établi, sans matériel non plus, sans préparation, avec parfois des soldats peu entraînés, en tout cas pas assez entraînés à cette situation de crise, avec, on le disait hier, une nouvelle stratégie également mise en place par les Russes. Je vous la rappelle, cette stratégie, elle consiste à envoyer de tout petits groupes, 5 personnes à peine, envoyées par endroit. Le but, c'est quoi? Déstabiliser et asphyxier l'adversaire avec une ordre de mini-troupes russes arrivant de partout. Impossible de stopper l'hémorragie. Alors, pour l'instant, cette stratégie, on le voit avec cette carte qui se colorie de jour en jour, bien cette stratégie, elle fonctionne. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est jusqu'à quand est-ce que les Russes vont continuer d'avancer? On sait que Kiev a envoyé des troupes, des renforts sur place, et selon l'ISW, eh bien cette stratégie, elle pourrait provoquer un ralentissement du rythme global de l'offensive russe dans cette direction. Donc, a priori, les Russes vont cesser de gagner aussi rapidement du terrain. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, des chiffres plus généraux, depuis le début de l'année, donc en seulement 5 mois, les Russes sont parvenus à prendre 800 km². C'est bien plus que l'ensemble de l'année 2023. Alors, il faut quand même préciser une chose, les Ukrainiens ont encore 7 mois, 7 mois pour essayer de reprendre ces territoires, mais évidemment ce chiffre de 800 km², il parle pour lui-même. Et puis un autre chiffre, celui du territoire ukrainien pris par les Russes depuis le début de l'année, 65 000 km², c'est 12% de l'Ukraine. Merci beaucoup Nivine. 7 mois, je voulais dire 7 mois d'ici la fin de l'année. Évidemment. D'ici 2024, oui, c'est vrai qu'effectivement, on est encore dans la première partie de l'année. Je voudrais que vous écoutiez justement Volodymyr Zelensky, parce qu'il est allé rendre visite, on le disait tout à l'heure avec Thomas, aux soldats, et notamment aux soldats blessés. Il est allé faire un tour à l'hôpital, donc à Kharkiv, encore une fois. Il a le visage très grave d'ailleurs, on a trouvé en regardant ces images-là, et en l'écoutant également lorsqu'il est allé voir les soldats. Écoutez-le. Je voudrais vous remercier. Vous n'avez pas laissé passer l'ennemi. Vous êtes de vaillants guerriers, comme tous ceux qui combattent dans d'autres brigades. Mais nous sommes ici aujourd'hui, dans une direction si importante. Merci encore. Prenez soin de vous. Je ne vois en vous que votre force, vos victoires, votre santé, vos proches. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Catherine, il a un visage extrêmement triste et préoccupé, Volodymyr Zelensky. Enfin, moi, ça m'a frappé en regardant cette vidéo tout à l'heure. Souvenez-vous, c'était à peu près le même visage et la même manière de s'exprimer, beaucoup plus lente que d'habitude. Par moments, on a même l'impression qu'il cherche ses mots. Depuis le jour de l'attaque des Russes, où il était vraiment, on pourrait dire, défait. Mais c'est un peu normal, parce que vu l'enjeu que représente cette offensive russe, au moment où les Ukrainiens n'ont pas encore reçu toutes les armes nécessaires de la part des Occidentaux, où il manque toujours de combattants sur le front, évidemment, le fait de voir progresser les Russes aussi vite par rapport à la période précédente, c'est forcément un souci majeur pour Volodymyr Zelensky, à la fois d'un point de vue militaire et d'un point de vue politique aussi, parce qu'évidemment, moins ça se passe bien sur le front, et plus il est fragilisé d'un point de vue politique et au sein du pouvoir ukrainien. Donc c'est plus l'immense fatigue, évidemment, à la fois qui doit être la sienne et puis et celle des combattants. Donc on a parlé depuis février 2022 de tournant de la guerre, de moments décisifs, etc. Là, c'est peut-être pas un tournant de la guerre, mais en tout cas, c'est vrai que c'est décisif pour Volodymyr Zelensky, d'autant qu'il est... il y a fort à parier que les Russes, tant qu'ils pourront continuer d'avancer, le feront. Donc, si les Ukrainiens ne trouvent pas les contre-mesures nécessaires pour les arrêter, évidemment, ça doit être la question que se pose Volodymyr Zelensky. C'est ça. Jusqu'où vont-ils aller? Est-ce que c'est une manœuvre vers Kharkiv pour en fait attaquer après de la part des Russes à un autre endroit, etc. En plus, ça veut dire qu'il faut qu'ils se préparent à différentes hypothèses au même moment. Donc, on comprend le souci qui est le sien, là. La question qu'on se pose aussi, Jean-François Boutors, parce qu'on a suivi beaucoup toutes les prises de parole ukrainiennes, qu'elles soient celles de Zelensky ou celles de Kirilo Boudanov, le patron du renseignement, qui n'était pas tellement sur la même tonalité. Aujourd'hui, Zelensky nous dit c'est difficile, mais c'est sous contrôle. On s'est demandé, en fait, si s'il était lucide, difficile, mais sous contrôle, ou si ça ressemblait pas un peu à la méthode Coué, finalement.
Écoutez, ce qui est clair, c'est que vous avez parlé de son visage, on voyait tout à l'heure le visage de Boudanov et celui de Sirski qui n'étaient pas dans un meilleur état. Ouais. Donc il y a une vraie inquiétude. On a une vraie inquiétude et je pense que pour moi l'image qui me vient, c'est celle qui renvoie à ce qu'était un des propos de Poutine en campagne électorale en 2000, dans le livre qu'il a fait faire pour mener sa campagne, qui s'appelait « À la première personne » et où il expliquait que ce qui avait été déterminant pour lui, quand il était gamin dans les cours de Leningrad, c'était, face à son adversaire, de déterminer quel était le moment où il fallait taper pour les mettre en état de faiblesse, pour le sonner d'une certaine manière, et même s'il était plus fort, faire en sorte qu'il dégage. Et au fond, on est dans un moment comme ça. Je pense qu'ils nous ont vendu l'histoire de la zone tampon. Moi, je n'y crois pas du tout. C'est pas ça le problème, parce que pour tirer, avec les armes qui vont être livrées, la zone tampon, il n'y en a pas en réalité. Non, ils nous ont vendu ça pour nous faire croire que c'est ça. L'opération que mène Poutine, et c'est lui le commandant en chef, c'est de se dire, j'ai peut-être un moment, et ça se voit, où je vais pouvoir mettre mon adversaire dans les cordes. Ouais, c'est ça. Et où il va commencer à taper dans le vide un peu dans tous les sens. Et on est un peu là, d'une certaine manière. Alors, dans ces combats-là, si je peux me permettre, il y a un souvenir qu'on a peut-être tous, en tout cas moi je l'ai, c'est le souvenir du match Mohamed Ali contre Frazier. Et Mohamed Ali qui était physiquement pas au niveau. Frazier était beaucoup plus lourd, beaucoup plus puissant, etc. Et c'était l'agilité. Et là, on est dans ce combat-là. Est-ce où il va avoir le plus agile, d'une certaine manière, va garder suffisamment d'esprit pour tenir pendant que l'autre va s'user. Ce que vous dites est super intéressant, parce que Poutine, il a fait une réflexion, mais on y reviendra après la pub, parce que là, malheureusement, on est un peu tard, et puis je voudrais juste qu'on retourne voir Thomas avant de lancer la pub. Mais il a fait une phrase justement un peu là-dessus, sur le côté, c'est le plus malin qui va gagner. Et ça, je pense que c'est vraiment ça qu'il pense. C'est très intéressant, mais d'ailleurs, on écoutera aussi les réactions au Kremlin, parce que bien sûr, là-bas, on survole tout, et on est évidemment très heureux. Thomas, je voudrais simplement, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des militaires, on a vu le visage de Volodymyr Zelensky, on est assez frappé de sa gravité, voire même de sa tristesse, je trouve, dans les yeux. Les habitants à Kharkiv, parce que je suppose que vous avez dû discuter un peu avec des gens dans les magasins, on voit que la vie se déroule, alors certainement pas normalement, mais il y a une vie dans cette ville qui est très grande. Les Ukrainiens, les habitants ukrainiens, ils disent quoi ? Alors écoutez, Kharkiv, moi j'y suis venu beaucoup ici, et cette ville, je l'ai vue dans tous ses états, si j'ose dire, au tout début de la guerre, évidemment, à feu et à sang. J'y suis retourné après, lors des contre-offensives ukrainiennes, et là on est arrivé en milieu d'après-midi, en début d'après-midi même, avec Thibaut Bruck et Kostya Yaramenko. Et moi, ce qui me frappe ici, avant tout, c'est la normalité du quotidien. Il y a des transports en public qui fonctionnent complètement normalement, le métro, les bus. On n'a pas entendu une seule alerte de la journée. Alors Charlie Nurel, qui était ici avec Charlotte Lefetté ces quelques derniers jours, nous disait que parfois il y avait 6 alertes par jour. Depuis qu'on est arrivé ce matin, ou à midi en tout cas, il n'y a strictement rien eu. Les restaurants sont ouverts, les magasins sont ouverts, on vit tout à fait normalement, et c'est difficile d'imaginer, c'est ce qu'on disait avec Thibaut tout à l'heure, qu'à 26 km de là, des gens sont en train de se tirer dessus à coups de bombes à sous-munitions et d'autres armes de ce type. On est dans un monde parallèle ici à Kharkiv, même si effectivement on est à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe, à 26 kilomètres du front. Pour l'instant, ici, tout se passe normalement. On était tout à l'heure à ce qu'on appelle ici le Media Center, le Media Hub. Et ils nous disaient quand même que la vie était en train de changer, alors presque structurellement. Ils ont par exemple inauguré dans cette ville, ce lundi, la première école souterraine. Vous savez que pendant les combats, les enfants étaient amenés dans les métros qui étaient fermés pour aller en classe. Là, c'est la première école souterraine qui vient d'être inaugurée dans cette ville. Comme quoi, c'est la guerre, on fait avec ici. Bien entendu. Merci beaucoup Thomas. En tout cas, merci à Thibaut également d'être resté pour nous. C'est important évidemment d'avoir vos ressentis sur place. On est un petit peu en retard, mais on va se retrouver après une courte page de pub. On va revenir justement sur ce que vous évoquiez, Jean-François Boutor. Vous entendrez la réaction de Sergueï Shoïgou.